L'éthique de la psychanalyse, leçon du 4 mai 1960. Je ne voudrais pas aujourd'hui commencer mon séminaire sans brièvement indiquer ce que je pense de ce qui a un intérêt pour vous, de ce qui a été dit hier à la réunion scientifique de la Société. Je voudrais dire simplement ce que je n'ai pas eu l'occasion de dire hier, que nous avons assisté, somme toute, à une communication remarquable. Je voudrais simplement attirer votre attention dans quel sens elle est. Elle était faite par quelqu'un qui, de par sa position, n'avait pas à révolutionner le domaine de l'hystérie, à nous apporter une expérience immense accumulée, ni même originale. Il s'agit de quelqu'un dont la carrière psychanalytique commence. Néanmoins, je crois tout de même devoir pointer ceci, c'est qu'il me semble que dans cet exposé très complet que vous avez entendu, peut-être, comme on l'a dit, trop riche, il y a quelque chose que vous pouvez, je crois, honnêtement toucher du doigt. C'est le caractère extrêmement articulé de ce qui vous a été proposé. Ce n'est même pas dire que rien n'y soit à reprendre. Si j'avais cru devoir forcer les choses en intervenant après une interruption peut-être un peu prématurée de la discussion, j'aurais certainement rectifié certaines des choses qui ont été avancées et même peut-être vous signaler ces traits précisément en ce qui concerne les rapports de l'hystérie avec l'idéal du moi et avec le moi idéal. Je crois que là-dessus, l'auteur de la communication, c'est un point qui justement serait à préciser dans une discussion, a avancé des choses qui tiennent peut-être à un certain flottement dans la fonction réciproque, dans l'opposition, dans la concaténation de ces deux fonctions. Ce que je voudrais que vous remarquiez dans une communication de cette espèce, c'est en quel point, en permettant d'articuler des choses assez loin, avec une extrême précision sur le fondement de catégories qui, manifestement, se révèlent comme plus que maniables, destinées à introduire une clarté qui est aux dimensions mêmes de notre expérience, combien, quel que soit sur quelques points de détail ce que peut soulever de discussion certaines des choses avancées, en tout cas à quel point vous voyez les notions théoriques, de leur mouvement même, si l'on peut dire, s'animer, rejoindre l'expérience et le niveau de l'expérience. On parle des rapports de l'hystérique avec le signifiant. C'est quelque chose dont nous pouvons, dans l'expérience clinique, toucher du doigt à chaque instant la présence. En d'autres termes, ce qui est avancé devant vous, et vous le verrez mieux encore si vous en aviez le texte, et j'espère que vous l'aurez bientôt, c'est autant de points qui s'offrent à la critique de l'expérience, mais dans la dimension, je dirais, d'une machine en fonctionnement, de quelque chose qui s'animait devant vous. Vraiment, s'il y a quelque chose qui peut nous faire toucher du doigt la valeur d'un certain nombre de notions théoriques que je m'efforce à promouvoir depuis des années devant vous, c'est que nous y rejoignions vraiment par une sorte de confluence, de convergence de la notion avec la structure à laquelle nous avons affaire, cette structure qui est définie par le fait que le sujet a affaire à se situer dans le signifiant. Nous voyons vraiment se produire devant nous le ça parle. Ce ça parle-là émerger, si l'on peut dire, de la théorie elle-même,
nous faisait rejoindre, confluer avec l'expérience critique la plus quotidienne dans les traits de ce qui vous a été apporté. Nous voyons s'animer l'hystérique dans sa dimension, et non pas par référence à un certain nombre de forces obscures plus ou moins inégalement réparties dans un espace au reste non homogène, ce qui constitue d'habitude le discours prétendu analytique. Il n'est prétendu analytique que pour autant que lui-même essaie de s'aliéner dans toutes sortes de références à des sciences, certes estimables, plus qu'estimables chacune dans son domaine, mais qui souvent sont invoquées d'une façon qui n'est pas autre chose pour le théoricien qu'une façon de marquer sa maladresse à se déplacer dans son propre domaine. Ceci n'est pas simplement ni un hommage au travail que vous avez entendu, ni non plus un simple hors-d'œuvre à ce que je suis en train d'essayer de poursuivre devant vous, mais je considère cette année, en m'efforçant avec mes moyens qui sont simplement les moyens de mon expérience, d'articuler, de faire vivre devant vous la dimension éthique de l'analyse. Progressivement, je prétends ne pas faire autre chose que ce que j'ai fait dans les années précédentes, en vous apportant cette élaboration qui, progressivement, de la référence première à la parole et au langage, vous a donné, j'abrège les étapes, l'année dernière, cette tentative de préciser la place et la fonction du désir dans l'économie de notre expérience pour autant qu'elle est guidée par la pensée freudienne. Je voudrais remarquer que, dans ce commentaire de la pensée freudienne, je ne procède pas en professeur. L'action générale des professeurs concernant la pensée de ceux qui se trouvent avoir enseigné au cours de l'histoire quelque chose consiste en général à la formuler de telle sorte que cette pensée n'apparaît que par ses côtés les plus limitatifs et les plus partiels. D'où l'impression de respiration que l'on a toujours lorsqu'on se rapporte aux thèses, aux textes originaux. Je parle des textes qui en valent la peine, de ceux auxquels j'ai déjà plus d'une fois fait allusion dans tel ou tel de mes énoncés. Quand je dis qu'on ne dépasse pas tel ou tel de ceux que j'énumère dans la même phrase, Descartes, Kant, Marx, Hegel et quelques autres, on ne les dépasse pas pour autant, en effet, qu'ils marquent la direction d'une recherche, qu'ils marquent une orientation, et que cette orientation, elle, si c'est une orientation véritablement faite comme ça, n'est pas quelque chose qu'on dépasse comme ça, si aisément. On ne dépasse pas Freud non plus. On n'en fait pas non plus, on n'en a pas d'intérêt, le cubage, le bilan. On s'en sert, on se déplace à l'intérieur, on se guide avec ce qu'il nous a donné comme direction. Ce que je vous donne ici, c'est quelque chose qui essaie d'articuler l'essence d'une expérience pour autant qu'elle a été guidée par Freud. Ce n'est pas une façon d'enserrer, de cuber, de résumer Freud d'aucune façon. Mais que cette dimension éthique soit notre expérience même, est-ce que vous ne voyez pas que vous en avez le témoignage justement dans ces sortes de déviations implicites d'éthique qui se trouvent dans des notions prétendument objectivantes qui vous ont été peu à peu fournies, déposées au cours de l'élaboration analytique à travers les différents âges de la pensée analytique.
Est-ce qu'il n'y a pas une notion éthique implicite déposée dans cette notion de l'oblativité que vous me voyez souvent critiquer devant vous? Est-ce qu'implicitement, je dirais, par les buts qui, pour être non formulés, à peine avoués, de la reformation du sujet dans l'analyse. Quand je dis reformation, c'est pour ne pas dire réformation, réforme dans toutes les implications de l'analyse, qui d'ailleurs aussi bien s'avoue comme telle bien souvent dans la notion de refaire le moi du sujet. Est-ce qu'il n'y a pas implicitement cette dimension éthique dont je veux simplement vous montrer que telle que je vous l'ai présentée, elle est inadéquate. Elle ne correspond pas à votre expérience, aux dimensions réelles dans lesquelles Freud nous indique, par la nature du sens même qu'il nous a ouvert, que se propose ce problème. En vous amenant donc cette année sur ce terrain de l'éthique de la psychanalyse, nous sommes arrivés à un certain point, à une certaine frontière, à une certaine limite dans laquelle je vous ai centré, sur laquelle je vous ai fait arrêter votre esprit, celle que j'ai illustrée par une sorte de confrontation, de mise en relief l'un par l'autre, si paradoxal que cela paraisse. C'est ainsi que j'ai procédé, de Kant et de Sade, nommément. Je vous ai amené en un point que nous pourrions, si vous voulez, appeler le point d'apocalypse ou de révélation de quelque chose qui s'appelle quoi? La transgression. En remarquant que ce point de la transgression a un rapport sensible avec ce dont il s'agit dans notre problème, dans notre interrogation éthique, à savoir le sens du désir comme tel. C'est là le point auquel mon élaboration des années antérieures vous a amené en posant que ce sens du désir est quelque chose qui, dans l'expérience freudienne comme telle, dans cette expérience qui est aussi la nôtre, quotidienne, est à distinguer et à structurer dans un certain champ où les termes, comme celui de besoin, doivent être situés, posés comme n'en étant pas là pure et simple racine, comme en étant bien plus que distincts. En d'autres termes, il n'est pas possible de purement et simplement déduire la fonction du désir dans l'articulation de l'expérience analytique, en la ramenant purement et simplement par quelques artifices qu'il puisse s'agir, en la déduisant, en la faisant surgir, émaner de la dimension du besoin. Si je m'arrête un instant à quelque chose qui, je crois, est essentiel à faire saisir, le cadre dans lequel se déplace notre recherche, je reviens à quelque chose, je dirais, presque de contingent dans les propos que j'ai tenus devant vous. J'ai fait, au détour d'un de mes exposés, une sorte d'excursion paradoxale, voire fantaisiste, sur deux formes que j'ai opposées l'une à l'autre, celle de l'intellectuel de gauche et de l'intellectuel de droite. Parlant de ces deux termes, et je dirais dans un certain registre, dans une certaine dimension, les renvoyant dos à dos, je pus paraître faire preuve de cette imprudence qui encourage un certain indifférentisme en matière de politique. Bref, il a pu m'être reproché d'avoir souligné, dans un terme que j'ai pourtant choisi avec attention, que l'éthique de Freud, ici je parle de Freud écrivant le malaise dans la civilisation. J'avais pourtant pris soin de dire que l'éthique de Freud était humanitaire.
ce qui n'est pas précisément dire qu'il fut un réactionnaire, mais que d'un autre côté articulé, il n'était pas progressiste.